Bonjour, je m'appelle. Insérez nom d'un homme japonais générique. Mais la plupart du temps, j'ai pas de nom. Ne me demandez pas pourquoi, mon auteur trouve pas ça nécessaire apparemment. J'ai la trentaine, je vis à Tokyo où j'exerce un métier intellectuel, souvent en rapport avec les lettres. Que ce soit prof à l'université, traducteur ou même parfois auteur, même si je me considère comme quelqu'un de vraiment moyen et avec absolument rien d'exceptionnel. J'ai pas toujours vécu à Tokyo, généralement je viens d'une province random que j'ai quittée pour aller à l'université. Je vis avec un chat, et des fois j'ai une copine, des fois une femme, ou parfois juste une fille avec laquelle je couche de temps en temps. Ni elle ni mon chat n'a de nom d'ailleurs. Souvent mon chat est super moche, et ma copine pas très belle non plus. Mais elle a un charme quand même, j'aime surtout ses oreilles, et ses seins ont la forme de gros. Ma vie n'a rien de palpitante. Pour le loisir, je lis, j'écoute de la musique sur des vinyles, et je vais souvent à la piscine, ou des fois je cours, ça dépend. J'ai pas trop d'amis non plus. Et puis un jour, il va se passer un truc dans ma vie qui va m'obliger à sortir de mon quotidien pour me lancer dans une quête, que ce soit à travers le Japon ou parfois à l'étranger. Ça commence souvent par une disparition, ou alors il y a une personne mystérieuse envoyée par une personne riche encore plus mystérieuse qui me demande de faire des trucs bizarres. Je me pose jamais plus de questions que ça et j'y vais toujours. Enfin, je pense que n'importe quelle personne aurait fait la même chose à ma place, non ? Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon imitation d'un personnage typique, personnage principal typique de Murakami. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore filmé quoi que ce soit, mais j'ai déjà en tête ce que je vais faire, donc j'espère que c'est sorti comme je le voulais. Bref, bienvenue pour ce premier vlog d'une longue série qui durera toute l'année, dans lequel je relis tous les Murakami dans l'ordre chronologique. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où j'explique ce que je vais faire, je la mettrai quelque part. Est-ce qu'on est le 27 janvier et je commence à lire mes livres pour janvier que maintenant? Oui. Du coup, pour ce premier vlog, j'avais prévu de commencer avec les 2-3 premiers romans de Murakami qui sont tout d'abord Écoute le chant du vent, suivi de Flipper 1973, donc qui sont dans la même édition, c'est deux romans en un, et ensuite celui qui suit La course aux moutons sauvages. Donc j'ai déjà commencé hier, j'ai lu les 60 premières pages et ça faisait très longtemps que j'avais pas relu de Murakami et j'ai trop kiffé juste me remettre dedans et genre je sais vraiment pas comment expliquer. Ça s'explique pas, c'est vraiment genre juste je lis et j'aime trop et les mots coulent et genre j'aime ce que ça me fait ressentir, même si objectivement je saurais pas expliquer pourquoi. Mais du coup, je me suis munie, comme vous pouvez le voir, de petites tabs, stickers, parce que j'avais dit que je voulais les annoter, parce que à l'époque où j'ai commencé à lire Murakami, j'étais une baby reader et j'avais encore pas les couilles d'annoter mes livres. Mais maintenant je suis prête et du coup j'ai réfléchi à un petit système code couleur. J'utiliserai le même pour tout ces romans. Le rose c'est pour les quotes. Genre en mode les citations, les phrases genre waouh. Quand tu les lis t'es en mode c'est beau. Le jaune c'est pour genre bah tout ce que vous avez vu à l'intro de la vidéo. C'est maintenant que j'ai déjà lu tous les Murakami et que je sais un peu les trucs récurrents qui reviennent dans tous ces romans, genre j'ai envie de genre relever à chaque fois que ça vient dans ces romans. Donc c'est le jaune, c'est pour enfin jaune vert, on pourra débattre dans les commentaires. C'est pour classic shit Murakami. Ensuite bon j'ai pas de rouge mais du coup le orange ce sera pour les red flags parce que on le connaît, on sait qu'il y en aura. Ça a beau être mon auteur préféré, je compte pas être tendre avec lui, bien au contraire. Donc on relèvera, et comme vous pouvez le voir, il y en a déjà eu. Dans ces 60 premières pages, Murakami a déjà commencé à Murakame, si je puis dire. À base de personnages féminins qui sont introduits, dont on connaît pas les noms, mais par contre on connaît la forme de leur sein. Ce genre de délire. Ce sera donc le orange. Et ensuite pour le dernier, je savais pas, mais j'ai été inspirée quand j'ai commencé à lire, et je me suis dit que j'allais relever à chaque fois qu'il mentionne une musique ou une chanson, que ce soit jazz, rock ou classique, tout genre confondu, parce que c'est souvent ça qui revient. J'ai envie de genre relever à chaque fois. Et je pourrais faire une playlist sur Spotify. J'avais aucun souvenir, je vais pas vous mentir, de Écoute le chant du vent. Tout ce que je me souviens, c'est que voilà, quand on suivait un type assez basique comme d'habitude, qu'il était souvent dans un bar avec le personnage qui s'appelle le rat, qu'il passe beaucoup de temps à la mer, mais je me souviens plus si c'est dans celui-là où genre il a une meuf qui l'a
qui rompt avec lui, après il tombe un peu en dépression et tout, ou si c'est dans le suivant, dans Flipper. Bref, vous voyez, ça se mélange de ouf dans ma tête, mais voilà, du coup je vais continuer et je vous update dès qu'il y a des choses à updater. Il me reste 20 pages et j'aurais fini Flipper. Non, justement, Écoute le chant du vent. En fait, quand je l'ai lu la première fois, je me souviens plus dans quel ordre j'avais fait. Mais là, maintenant que je le relis en ayant l'expérience de toutes ces autres lectures, j'arrive à voir, même si ici on a du Baby Murakami, si vous voyez ce que je veux dire, j'arrive quand même à voir toutes les prémices de ce qui va suivre, quoi. Ce que j'ai relevé dans le classique shit Murakami, tout d'abord, c'est à un moment, il dit un texte comme celui-ci, commun, ordinaire en somme. Oui, comme moi. Parce qu'il fait trop le pick-me en mode je suis quelqu'un d'ordinaire, je suis ni trop ci, ni pas assez. Bref, en mode je suis normale, quoi, dans la moyenne. Il dit tout le temps des trucs comme ça, je trouve. Bref. Ah oui, bien entendu, des aventuriers ou des chercheurs ont exploré ces puits. Certains sont descendus à l'intérieur munis de cordes. Je sais plus de quoi il parlait à ce moment-là, d'un livre ou je sais pas quoi, mais ça je trouve que c'est un peu plus subtil. Là c'est du Murakami Advanced pour ceux qui ont lu, mais on a un puits aussi dans je crois que c'est les chroniques de l'oiseau à ressort, mais je suis pas sûre du tout. C'est un où il y a un espèce de flashback où il parle de la guerre en... Non, si c'est l'oiseau sur les rivages. La guerre en Mandchourie et tout. Je sais pas si vous voyez, mais à un moment, il y a un type qui tombe dans un puits. Et donc on a tout un passage sur ça et tout. Et il y a aussi un puits dans un de ces derniers, Le meurtre du commandeur. Pour ceux qui l'ont lu, il découvre un puits dans la maison du daron peintre de son ami chez qui il reste. Il y a un puits et ça, là pour le coup ça a vraiment une place dans le plot du livre et tout. Il passe une nuit entière je crois dans le puits. Je trouve que voilà, il a un truc avec les puits Murakami. Encore une fois, je suis pas là pour le psycho-analyser, j'ai pas les capacités pour ça. Et même lui il dit, je me souviens que j'avais lu une interview de lui où il disait en mode j'ai vu des gens qui essayent de genre analyser mes livres et tout, mais je vous avoue moi j'y connais rien à tout ça, donc c'est vraiment pas fait exprès s'il y a des trucs comme ça et tout. Donc je sais pas, mais en tout cas maintenant que j'ai tout lu et tout, je déterre ce genre de pattern, on va dire, récurrent. Et voilà, il y a un truc avec les puits, mais je sais pas quoi vous dire de plus, à part qu'il y a un truc avec les puits, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Et du coup, bon, on a aussi pas mal de red flags déjà. Tous les personnages féminins mentionnés jusqu'à maintenant, on n'a pas leur nom, mais on a la forme de leur sein. Genre vraiment, je l'avais dit comme blague, mais c'est littéralement ce qui s'est passé. Donc voilà, et ah oui, la phrase que je viens juste de souligner, parce qu'en fait j'étais là, pourquoi au final j'aime bien quoi. J'essaye toujours de questionner ma lecture de Murakami. Ah oui, vous avez vu aussi, on marque pas, c'est un Murakami aussi. Et en gros là, il y a genre la personnage, la meuf qui demande au personnage principal, pourquoi les hommes meurent-ils? Parce que dans ces livres, il y a aussi beaucoup le thème de l'existentialisme un peu, genre ça se pose des questions un peu métaphysiques, blablabla et tout. Et il lui dit, c'est l'évolution, il faut que les générations se renouvellent car les individus ne peuvent résister seuls à l'énergie de l'évolution. Voilà, c'est ce genre de petits passages comme ça qui me font rester, en plus du mood on va dire. J'espère le finir aujourd'hui, je vais finir là, Écoute le chant du vent, les 20 pages qui me restent là ce matin, et je lirai Flipper 1973 cet après-midi, et je reviendrai vers vous dès que j'ai un update. Passer une page entière à décrire une personnage féminine sans parler de ses seins.
Du coup, j'ai fini Écoute le chant du vent hier. Je vous en ai pas reparlé, mais en soi, j'ai rien d'autre à vous dire. Et comment on pourrait résumer cette histoire? C'est vraiment juste un type qui a genre la vingtaine, qui est à l'université et qui rentre chez lui pour l'été, qui rencontre une meuf de façon random et qui passe un peu de temps avec elle et à la fin il retourne à l'université. Ah oui, et aussi, il va au bar quasi tous les soirs voir son pote le rat avec lequel il s'envoie des tonnes de bière. Voilà. C'était le résumé de Écoute le chant du vent. Et là, dans Flipper, je viens de lire les 6 premiers chapitres. Il me reste 100 pages. Et il a parlé un peu de Flipper, mais on n'en est pas encore au moment où il décide d'aller en chercher un en particulier et tout. Et j'avais oublié que ça venait plus tard dans le roman. Et vraiment, celui-ci, il est particulièrement décousu au début. On a un peu l'impression de lire un journal intime de quelqu'un, ou pas forcément un journal intime, mais juste carnet de pensées random. Genre vraiment, les chapitres n'ont pas de lien les uns avec les autres et tout. Et aussi, il y a encore eu la mention d'un puits, et même le personnage a dit, du coup je pense que peut-être que c'est ce que pense Murakami aussi, je ne sais pas, ça pourrait expliquer le fait qu'il parle de puits autant dans ses livres, mais il y a écrit « J'aime les puits. Chaque fois que j'en vois un, je ne peux m'empêcher d'y jeter une pierre. Il n'y a rien qui m'apaise davantage le cœur que le bruit d'un caillou frappant l'eau d'un puits profond. » Donc voilà, je me demande si... Moi j'avais le souvenir que dans 2 romans, mais s'il n'y a pas des mentions dans plus que ça. Mais voilà, encore une fois, le thème ici, c'est en mode un personnage, des personnages, parce que le rat aussi, on lui donne plus la parole, même si c'est à la 3e personne, qui cherchent leur place dans ce monde, quoi. Et justement, j'ai relevé une phrase qui fait écho au prologue qui est écrit par Murakami directement. Je vous lis d'abord la phrase dans le roman. C'est le personnage principal qui parle de son ami, du coup, le rat, et qui dit « Sur le chemin du retour, invariablement, une tristesse dont il ne comprenait pas l'origine lui étreignait le cœur. Il sentait seulement que ce monde qui s'étendait au-delà était trop vaste, plein de puissance aussi, et qu'il n'y aurait sans doute jamais le moindre espace où il pourrait se glisser. » Et dans le prologue, j'avais souligné une phrase où il disait « C'était une époque où subsistaient des interstices par lesquels on pouvait encore se glisser dans le corps du monde. » Et quand je l'ai souligné à ce moment-là, je comprenais à moitié ce qu'il voulait dire, mais avec cette phrase-là que je viens de vous lire dans Flipper 1973, on a des personnages qui essayent de trouver leur place dans ce monde et qui, voilà, c'est souvent ils ont cet âge-là au début de la vingtaine, vu qu'en plus ça se passe au moment des révolutions étudiantes au Japon et tout. On a beaucoup ces questionnements sur dans quoi on se dirige, quoi, quel est le monde qui nous entoure et est-ce que c'est ça qu'on a vraiment envie pour notre futur. Et c'est marrant parce que alors, au moment où c'est écrit, voilà, c'est dans les années 70 et c'est déjà plus le même monde qu'aujourd'hui, mais le sentiment reste relatable. Je sais pas comment dire en français. Mais du coup, voilà, il me reste 100 pages. L'idée, c'est de le finir aujourd'hui pour pouvoir commencer la course au mouton sauvage demain. Je viens de finir. Désolée, il n'y a plus aucun effort fait sur les angles. J'ai l'impression de me réveiller d'une sieste à chaque fois que je finis de lire un Murakami. Genre, c'est trop bizarre. J'avais oublié à quel point la quête du flipper dans Flipper 1973 est rapide et courte et arrive que à la fin au final. Et donc pour vous expliquer de quoi ça parle, en gros, si vous voyez pas, on suit le même personnage principal que dans Écoute le chant du vent. Et en gros, c'est 3 ans plus tard, il a quitté sa ville natale où il était rentré là pour l'été de l'université dans le premier. Maintenant il travaille et tout, il a sa petite vie. Et en gros, on suit un peu des flashbacks et en même temps on suit aussi sur certains chapitres son ami le rat, qui est aussi en quête de sens dans sa vie, clairement. Et en fait, j'ai l'impression qu'on voit un peu 2 réactions par rapport à ça. Dans le sens où t'as le personnage principal qui, du coup, fait un peu une fixation sur le flipper. J'ai l'impression que c'est la seule façon qu'il a trouvé pour donner un sens à sa vie. Ça aurait pu être totalement autre chose, quoi. Et du coup, ça fait que 3 ans après, il fait de nouveau une fixette et il a envie de retrouver une machine en particulier. Et du coup, il part dans une espèce de quête.
il parle avec des gens genre fans de Flipper et tout, qui connaissent tous les modèles, l'histoire des fabricants, blablabla, pour essayer de le retrouver. En gros, c'est ça quoi, il se passe rien. Et du coup, petit bilan par rapport à mes annotations. En gros, les tabs où j'avais dit que c'était classic shit Murakami, 90% c'est lui qui parle de puits. Parce que quand c'est pas directement un élément narratif, il fait des métaphores avec les puits. Donc il y a vraiment un truc. S'il vous plaît, si quelqu'un sait est un peu dans la psychoanalyse, dites-moi qu'est-ce que ça veut dire. Et 98% des tabs red flag, c'est lui qui décrit la forme des seins des meufs. Donc voilà. Et donc maintenant, go commencer la course au mouton sauvage. J'ai trop hâte parce que je sais que dans celui-ci, ils vont dans un hôtel et dans une petite ville et tout. Et je me souviens que j'avais bien kiffé, donc hâte. Et celui-ci a un plot, c'est encore assez what the fuck. Ah oui, il y a un moment après. Aussi, il va dans une maison dans les montagnes et tout. Ça aussi, c'est du classique shit Murakami, il y a souvent ça. Et aussi une femme qui disparaît. Bref, let's go. C'est la première fois que je parle à voix haute ici. Bref, j'en suis à la page 175, donc presque la moitié. Aucune mention de sein jusqu'à maintenant. 2 mentions de puits, déjà. J'avais des trucs intelligents à vous dire, mais j'ai tout oublié. En gros, je vous ai pas expliqué de quoi ça parle. On suit toujours le même personnage principal depuis le début des 3 romans. Cette fois-ci, ah oui, déjà dans la timeline, en fait, à la fin de Écoute le chant du vent, il dit « Maintenant, je suis à Tokyo et je viens de me marier ». Mais ensuite, dans Flipper 1973, on est avant ça, avant qu'il se marie, quand il s'installe à Tokyo et qu'il va commencer à ouvrir une agence de traduction avec un de ses potes. Et après, ils vont engager une secrétaire. Et en fait, c'est avec cette secrétaire-là qu'il va se marier. Sauf que dans celui-ci, ça s'ouvre par leur divorce. Donc ça s'ouvre sur leur divorce et il est là en mode à quoi ça sert de vivre? What's the point? Genre la vie, c'est quoi le but? Tout ça, encore beaucoup de questions par rapport à ça. Dans les 2 premiers, on avait le thème de essayer de trouver sa place dans ce monde. Et là, je trouve que ce soit dans les dialogues intérieurs du personnage principal ou du rat, qu'on suit encore un petit peu à travers des lettres qu'il envoie au personnage principal, le thème c'est plus en mode le monde change trop vite et a de moins en moins de sens et j'ai du mal à suivre. Et encore une fois, ça me fait rire de me rendre compte à quel point, je sais plus quand est-ce qu'il a été, voilà, c'est censé être les années 70 quand ils disent ça, et c'est toujours applicable maintenant, et c'est encore pire maintenant, tu vois, quand tu le lis aujourd'hui. Je trouve personnellement, moi personnellement je relate à ce genre de dialogue intérieur, après chacun en ressort ce qu'il veut, mais bref voilà, je trouve ça cool pour ça, et du coup en fait il est là, il fait sa petite vie, son quotidien qu'il trouve qui n'a aucun sens et tout, et en gros à un moment il est interpellé par un type qui lui dit en mode tu vois ce truc que t'as fait au travail, en gros il a fait une campagne de pub pour une assurance vie où il a utilisé une photo de mouton. Et en gros, il se fait genre alpaguer par un mec qui a été envoyé par un autre mec super riche qui est en train de mourir, figure importante de l'extrême droite au Japon. Bref, ne posez pas trop de questions. Qui demande cette photo de mouton, tu la tèges, je veux plus la voir. Et ce mouton, tu vas me le trouver. D'où le titre, la course au mouton sauvage. Et vous vous dites, what the fuck. Et le personnage principal se dit la même chose. Mais contrairement à nous, lui, il y va. Il va le chercher, ce mouton. Et du coup, là, j'en suis au moment où il a décidé d'aller commencer à le chercher. Voilà, je vais continuer et j'espère le finir.
d'ici demain parce qu'en réalité on est déjà en février alors que c'était censé être pour janvier. Mais dans tous les cas vous aurez le vlog le dimanche là, ça y a pas de souci. Donc voilà. Et je suis une gamine, regardez pourquoi je rigole depuis 5 minutes. Et je suis morte, pourquoi il maltraite son chat comme ça? Bon, j'ai déjà filmé cette séquence hier, mais je sais pas où est-ce que j'ai foutu la vidéo, donc si je sonne pas naturelle, c'est parce que pour moi c'est la deuxième fois que je vous raconte tout ça, désolée à l'avance. Mais du coup, j'ai fini avant-hier, du coup, La course au mouton sauvage. La première fois que je l'avais lu, je lui avais mis 4 étoiles, mais je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais clairement, m'écoutez pas sur les ratings pour les Murakami parce que je suis pas du tout objective, c'est totalement biaisé et je crois que je le mettrai jamais en dessous de 3 étoiles, et franchement pour que je mette 3 étoiles faut le faire de ouf. Donc voilà, petit disclaimer. Mais par contre je me souviens que la première fois que je l'avais lu, je l'avais trouvé un peu osef, parce que j'avais déjà lu tous ces gros classiques, on va dire les 1Q84, Kafka sur le rivage, La balade de l'impossible, ses plus gros œuvres les plus connues quoi. Du coup j'avais trouvé celui-là un peu en mode ouais ok, genre qu'est-ce qu'il veut avec son mouton lui. Et je vous avoue que là du coup que je l'ai relu, je pense que j'ai réussi à l'apprécier un petit peu plus. Après est-ce que j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait avec son mouton? Toujours pas. Mais comme je l'avais déjà dit, je sais pas vraiment si même lui, Murakami, quand il écrit ce genre de symbolisme, il a quelque chose en tête derrière ou juste voilà quoi, il voulait écrire sur un mouton un peu what the fuck et puis voilà. Et après c'est les gens qui font des analyses qui un peu appliquent leur propre biais et subjectivité à qu'est-ce qu'ils veulent lire à travers tous ces symboles. Bref, moi de toute façon je l'ai jamais trop été à chercher les symboles, les significations cachées, nan. Mais avec Murakami ça fait longtemps que j'ai abandonné et que je suis là juste pour la vibe clairement. Pour les red flags dans ce livre, on a une fois il mentionne une serveuse avec des seins énormes. Non, des gros seins. Ah non, c'est pas une serveuse, c'est une secrétaire. Bref, et les 2 autres red flags que j'ai mis, c'est parce que son personnage principal, il lance des détritus dans la nature. À plusieurs reprises, et je crois qu'il y avait déjà dans Flipper, et ça m'avait déjà saoulé, et après, il fait un petit monologue intérieur en mode « Oh, le monde change, on peut plus faire ce genre de choses. » Là, pour le coup, je te suis pas, mec. Oui, on fait pas ce genre de choses, on n'aurait jamais dû trouver ça normal de faire ce genre de choses, bref. Et aussi, ce que je me suis rendu compte, j'ai souligné un passage où, vous voyez, quand je mets les petites étiquettes jaunes en mode classique shit Murakami, je mets beaucoup quand il donne pas de nom à des personnages où, par exemple, son chat, le chat du personnage principal, n'a pas de nom non plus. Et j'ai relevé un passage où, en gros, il dit... Il y a la meuf avec qui il sort qui lui dit pourquoi tu lui donnes pas de nom aux choses, nanana. Et il dit bonne question, pourquoi dis-je avant d'allumer une cigarette avec le briquet marqué de l'emblème du mouton? Peut-être parce que je n'aime pas les noms et que cela me semble bien assez de dire moi pour moi, toi pour toi, nous pour nous, eux pour eux. Donc je disais qu'il donnait pas de nom à ses personnages féminins, mais en fait il donne quasi pas de nom à tout le monde, donc on va lui donner le bénéfice du doute pour ça. Et j'imagine que c'est Murakami là qui donne la parole à son personnage principal et que c'est forcément lui qui doit penser ça, puisque et son personnage principal et lui-même ne donne pas de nom aux choses. Et de toute façon je pense que à beaucoup de reprises l'identité du personnage principal et celle de Murakami lui-même est un peu mélangée. Voir comment tous ces personnages principaux se ressemblent, forcément qu'il y a beaucoup de lui dedans parce que sinon... ou alors c'est son alter ego, je ne sais pas. Mais